Thanksgiving a toujours été ma fête préférée. Peut-être était-ce l'idée de la famille réunie. Ou peut-être était-ce juste la nourriture. J'avoue que je n'ai jamais pu résister à la casserole de patates douces de ma mère. Mais le Thanksgiving dernier fut différent. Ce fut le jour où tout a changé pour moi. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surprise, mais je pense que j'ai toujours vu venir. Je m'appelle Madison Turner. J'avais 34 ans en novembre dernier, mère célibataire de mon fils Jamie, âgé de 7 ans. J'ai toujours été le mouton noir de la famille. Du moins, selon mon père. La maison de mes parents à Charleston, en Caroline du Sud, était le tableau de la vieille tradition américaine. Grand porche enveloppant, meubles en chêne massif, et photos de famille de chaque année depuis 1982 bordant le couloir. Le genre d'endroit qui sentait toujours la cannelle et le pain à cette période de l'année. C'est peut-être pourquoi j'y retournais, même quand j'avais l'impression de ne pas y appartenir. Ce Thanksgiving, la maison était pleine. Mon frère Lucas et sa femme Olivia étaient descendus en voiture de Charlotte, apportant leurs jumeaux, Amelia et Jacques, qui avaient 5 ans et étaient déjà meilleurs pour faire des dégâts que n'importe quel adulte que je connaissais. Maman avait passé toute la matinée à s'agiter autour de la table, sortant sa meilleure vaisselle, et s'assurant que tout le monde avait une place. La cheminée crépitait, l'air épais de l'odeur de la dinde rôtie, mais quelque chose n'allait pas. Je l'ai ressenti dès que je suis entrée. Il y avait des sourires forcés et des regards comme si tout le monde attendait qu'une mauvaise nouvelle tombe. Nous nous sommes tous assis pour dîner vers 15 heures. Jem portait sa meilleure chemise à col, mais au moment où nous avons terminé la grasse, il avait déjà réussi à faire tomber une masse de sauce au canneberge dessus. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Il faisait toujours de son mieux, mais il n'était qu'un enfant. Je l'ai aidé à s'installer à la petite table d'appoint sur le côté, puis j'ai pris ma place à côté de maman à la grande table. La conversation était forcée, maladroite. Olivia a parlé de la pratique de football des jumeaux. Lucas s'est vanté de sa nouvelle promotion à la banque. Papa a principalement grogné en réponse, fixant son assiette. J'ai essayé de me joindre à la conversation, racontant une histoire drôle sur Jem et sa dernière aventure avec le chien d'un voisin, mais personne n'a ri. Maman a juste jeté un regard nerveux à papa. La tension a grandi à chaque minute qui passait. J'ai essayé de me concentrer sur Jem, le regardant jouer tranquillement avec son camion jouet sous la table, le faisant rouler d'avant en arrière sur le tapis. Les jumeaux gloussaient à une private joke, et Lucas ne cessait de regarder son téléphone, probablement en vérifiant les scores sportifs. Pendant un moment, j'ai réussi à ignorer l'inconfort, me rappelant que j'avais déjà vécu pire. Je pouvais surmonter ça aussi. Mais ensuite, c'est arrivé. Mon père a soudainement frappé la table de son poing si fort que la coutellerie a teinté et le verre de vin de maman s'est renversé, répandant du rouge sur la nappe blanche. La pièce devint silencieuse. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais je suis restée parfaitement immobile. Papa s'est levé et m'a regardé fixement. « Tu es une honte, Madison. Une mère célibataire. Pourquoi ne peux-tu pas simplement te mettre en ordre comme tout le monde ?» Sa voix était plus forte que je ne l'avais jamais entendue, résonnant contre les murs. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Les yeux d'Olivia se sont écarquillés, et même Lucas avait l'air mal à l'aise. Jem s'est arrêté en plein jeu, sentant que quelque chose n'allait pas, et m'a regardé avec ses grands yeux bruns. Je sentais le sang affluer à mon visage, mais je me suis forcée à respirer. Ce n'était pas la première fois que papa perdait son sang-froid avec moi, mais jamais devant tout le monde comme ça. Il a continué. Plus fort maintenant, comme s'il voulait que les voisins entendent. Nous t'avons tout donné et tu le jettes juste. Tu aurais pu avoir une vie normale, mais tu as choisi ça. Tu nous embarrasses chaque fois que tu franchis cette porte. J'ai jeté un coup d'œil à maman, espérant un soutien, mais elle a juste regardé ses genoux, tordant sa serviette dans ses mains. Personne n'a dit un mot. Lucas a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais l'a refermée, les yeux fixés sur sa purée de pommes de terre intacte. J'ai pensé à toutes les fois où je les avais aidés. Les paiements secrets sur leur hypothèque, les chèques anonymes pour l'école de droit de Lucas, la nouvelle voiture et l'allée de garage de papa dont il se vantait auprès de ses amis. Aucun d'eux ne connaissait la vérité.
Ils pensaient tous que la pension de papa payait tout. Ça m'a blessée, mais j'ai réalisé que j'en avais fini de me cacher. Le visage de papa est devenu plus rouge alors qu'il se penchait, pointant un doigt tremblant vers moi. Dégage. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Pas avant que tu aies réparé ta vie et arrêté de traîner cette famille vers le bas avec toi. Je me suis levée, étudiant ma voix. Mes mains tremblaient, mais je ne l'ai pas montré. D'accord, dis-je calmement. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai regardé Jem, qui commençait à avoir les larmes aux yeux, et je l'ai doucement soulevé dans mes bras. Il s'est accroché à moi, confus et effrayé, mais je lui ai murmuré à l'oreille que tout irait bien. J'ai attrapé nos manteaux dans le placard, lui ai enfilé son petit manteau matelassé, et pris mon sac à main. Personne n'a bougé pour m'arrêter. Personne n'a dit au revoir. En sortant par la porte d'entrée, l'air froid de novembre m'a frappé le visage. J'ai descendu les marches du Porsche, mes talons cliquetant sur le bois et je me suis dirigé vers la voiture que j'avais garée sur le trottoir. Jem était silencieux, tenant fermement son camion jouet. Je l'ai bouclé dans son siège rehausseur, j'ai jeté un dernier regard à la maison, et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'étais pas triste. Pas vraiment. Je me sentais libre. Il ne le savait pas, mais tout le monde dans lequel il vivait était construit sur l'argent que je gagnais. La maison, les voitures, même la nourriture sur la table. Tout venait de mon travail, de mon empire de 94 millions de dollars dont aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de s'enquérir. Pendant des années, je les avais laissés croire que j'étais un échec juste parce que c'était plus facile. Mais maintenant, en m'éloignant de la seule famille que j'ai jamais connue, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Thanksgiving était censé être une affaire de famille. Ce jour-là, j'ai appris que c'était surtout trouver la force de partir quand la famille ne ressemble plus à un foyer. La vérité est que ma famille ne m'a jamais vraiment connue. Même quand je vivais sous le même toit qu'eux ou que je venais pour les fêtes et les anniversaires, je me sentais toujours comme une étrangère portant un nom emprunté. Je le voyais dans la façon dont ma mère me regardait quand je riais un peu trop fort ou quand je racontais une histoire sur mon travail. Je le voyais dans les questions maladroites et forcées de mon frère, toujours poli, jamais curieuse. Pour eux, j'étais juste la désordonnée, celle qui faisait des erreurs, la fille qui ne rentrait jamais dans le moule de ce qu'était censé être un Turner. J'étais la femme qui rentrait à la maison avec un bébé mais sans mari, celle avec trop d'idées et pas assez d'explications. Mais ce que ma famille n'a pas réalisé, ou peut-être n'a pas pris la peine de réaliser, c'est que chaque email tardif, chaque appel professionnel que je prenais à des heures indues, et tous ces voyages suspects à New York, Chicago et Los Angeles n'étaient pas des échappatoires à la responsabilité. Ils étaient les éléments constitutifs de quelque chose d'extraordinaire. J'avais appris à cacher mon ambition tôt, à la ranger là où personne ne pourrait la critiquer ou y trouver des failles. Mon monde était silencieux de l'extérieur, mais à l'intérieur, il bourdonnait de plans secrets et d'une énergie infinie. Tout a commencé il y a 5 ans dans un minuscule appartement mal isolé à la périphérie de Denver. J'avais 29 ans, nouvellement célibataire, un bébé en route, et juste assez d'argent sur mon compte pour payer le loyer pendant 2 mois de plus. Un samedi pluvieux, assise à ma table de cuisine avec un ordinateur portable d'occasion et un cahier rempli de gribouillis, j'ai ouvert ma première entreprise en ligne, une place de marché numérique pour les artistes et designers américains indépendants. Je l'ai appelée Blue Harbor, d'après un endroit que j'avais rêvé de visiter un jour, et j'ai tout mis en œuvre pour la concrétiser. J'ai appris le design de sites web, écrit des descriptions de produits tard dans la nuit, et supplié des artistes locaux de me laisser représenter leur travail. La première année a été difficile. Certains jours, je gagnais à peine assez pour payer les couches et les courses. Je travaillais toute la nuit, mes doigts raides sur le clavier pendant que Jem dormait dans un berceau près de mon bureau. J'ai appris à étirer chaque dollar pour faire moi-même des choses que la plupart des gens feraient faire par d'autres. J'ai regardé des tutoriels YouTube sur le marketing, le service client et les taxes, et j'ai commis toutes les erreurs possibles. Mais l'échec ne m'effrayait pas revenir à ma vie d'avant, oui. Lentement, les choses ont commencé à changer. Le bouche à oreille a fait son effet. Un blog de style de vie populaire a présenté Blue Harbor, et soudain, les commandes ont afflué. J'ai réinvesti chaque centime que je gagnais,
améliorant le site web, embauchant 2 assistants à temps partiel et me développant dans les articles de maison personnalisés. Bientôt, je recevais des demandes de New York et de Los Angeles. De grands détaillants ont commencé à me contacter, me demandant si j'envisageais des partenariats. J'ai toujours négocié férocement, déterminé à garder le contrôle. Pour une fois, j'ai fait confiance à mon instinct. En 3 ans, Blue Harbor n'était pas juste un projet passionnel. C'était un empire à part entière. J'ai conclu des accords avec des géants de la technologie en Amérique qui voulaient les droits exclusifs sur certaines de nos impressions d'art numérique pour leurs bureaux. Des marques de mode en Europe, surtout à Paris et à Londres, voulaient collaborer sur des collections capsules. J'ai pris l'avion pour des réunions dans des gratte-ciel en verre et de vieilles maisons de ville européennes, prétendant toujours être une simple freelance, jamais la patronne. Ma valeur nette a grimpé jusqu'à l'année dernière. Elle a atteint 94 millions de dollars, le tout en dollars américains. Parfois, je fixais mon relevé bancaire, encore à moitié convaincu que c'était une erreur. Mais je n'ai jamais changé ma vie en surface. J'ai gardé mon vieux SUV, porté des jeans et des cardigans, et répondu toujours aux appels de ma mère comme si j'étais une fille en pyjama. J'ai acheté la maison familiale à Charleston pour que ma mère arrête de s'inquiéter de l'hypothèque. Mais je l'ai fait discrètement, la laissant croire que c'était un bienfaiteur anonyme pour le groupe de l'église de mon père. J'envoyais un chèque à Lucas chaque mois, suffisant pour payer ses prêts d'études en droit et même plus, mais toujours depuis une société écran, pour qu'il ne se pose jamais de questions. Même leur voyage à Paris, celui dont Lucas se vantait chaque Noël, était payé par moi. Mon comptable s'occupait de tout, s'assurant que personne ne ferait jamais le lien. Avec le recul, j'aurais peut-être dû leur dire. Peut-être que cela aurait changé la façon dont ils me voyaient. Mais la vérité est qu'aucun d'eux n'a jamais pris la peine de demander d'où venait l'argent. Ils supposaient simplement que l'ancienne pension de papa couvrait tout, ou que Lucas avait des amis à la banque. Je les laissais croire ce qu'ils voulaient. En partie par habitude, en partie parce que j'étais fatiguée d'être rejetée. C'est pourquoi, après ce Thanksgiving, quand je suis rentrée chez moi, dans mon appartement, ma vraie maison, pas celle pleine de jugements et de secrets, je me suis sentie plus en colère que triste. Jen dormait sur la banquette arrière, ses joues encore maculées de larmes à cause du chaos. Je l'ai mis au lit, puis je me suis assise devant mon ordinateur portable, mes mains stables pour la première fois de la journée. J'ai ouvert mon tableau de bord financier, faisant défiler les dizaines de transactions qui soutenaient la vie de ma famille. Le paiement de l'hypothèque pour Charleston, les virements directs à Lucas, les charges et l'assurance pour maman, les factures d'entretien de la voiture de papa. Tout leur monde était construit sur mon travail, mes sacrifices, et pourtant j'étais toujours leur plus grande déception. J'ai fixé les chiffres pendant longtemps, me souvenant de chaque anniversaire que j'ai passé seul, de chaque dîner de fête où j'étais la cible de blagues. Lentement, j'ai commencé à annuler des choses. J'ai arrêté les paiements de l'hypothèque, coupé les dépôts automatiques de Lucas, et mis fin à l'allocation que maman recevait chaque mois. J'ai envoyé un email à mon avocate, lui demandant de révoquer l'accès au trust familial. J'ai appelé la banque et fait désactiver la carte de papa. Mes mains n'ont pas tremblé une seule fois. C'était froid au début, mais à mesure que je parcourais la liste, un nouveau sentiment grandissait en moi. Quelque chose comme la liberté. Pendant des années, j'avais été la bienfaitrice silencieuse. Le moteur invisible derrière leur vie. Mais j'ai réalisé qu'il était temps d'être visible, de vivre selon mes propres conditions. Fini les bons gratuits. Fini le silence. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon salon calme et ensoleillé. Les chaussures de Jem étaient près de la porte, ses dessins étaient scotchés sur le réfrigérateur. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'appartenir à quelque part, là, dans la vie que j'avais construite moi-même. Et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferais face la tête haute. Je ne me souviens pas beaucoup du vol pour Honolulu, seulement que j'ai réservé la minute où j'ai fini de couper l'approvisionnement infini d'argent et de soutien de ma famille. Je voulais un endroit où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. Un endroit où la seule chose qu'on attendait de moi était de me présenter et de respirer. J'avais besoin de l'océan. J'avais besoin du soleil. Plus que tout, j'avais besoin de paix. La maison de plage m'attendait comme une vieille amie.
Je l'avais acheté il y a 2 ans, juste après que Blue Harbor ait vraiment décollé, disant à ma famille que c'était pour des voyages d'affaires et prétendant que c'était un modeste petit condo près de l'aéroport. En réalité, ce n'était rien de moins que spectaculaire. Une maison moderne avec façade en verre directement sur le sable, avec de hautes fenêtres qui s'ouvrent sur le bleu infini du Pacifique et des sols qui semblent briller au soleil. Des palmiers bordent les bords de la propriété, leurs frondes se balançant doucement dans la brise de l'océan. J'avais toujours rêvé d'une maison comme celle-ci, sereine, ouverte et entièrement mienne. Jem dormait à l'atterrissage, sa petite tête dodelinant contre mon épaule pendant que nous roulions de l'aéroport. Mais quand nous sommes arrivés à la maison et qu'il a vu l'océan, il s'est illuminé comme un matin de Noël. « Maman, il y a du sable juste devant la porte » a-t-il crié. Sa joie était contagieuse. Pendant un moment, je me suis laissé regarder, laissant son excitation remplir l'espace où mon bonheur aurait dû être. Il a couru en cercle dans le salon, ouvert toutes les portes, et finalement s'est écroulé sur le patio arrière, où la plage s'étirait devant nous comme une invitation. Le premier matin, nous nous sommes réveillés au soleil qui filtrait à travers le verre. J'ai préparé du café et j'ai regardé Jem alors qu'il pressait son nez contre la fenêtre, regardant les vagues. « Pouvons-nous sortir » a-t-il demandé, sa voix petite mais pleine d'espoir. J'ai hoché la tête, toujours en pyjama, et nous avons porté notre petit déjeuner sur la terrasse. Je me suis enveloppée dans une couverture, mangeant des toasts pendant que Jem enfonçait ses orteils dans le sable et commençait à construire son tout premier château de sable. Personne n'était là pour me juger pour être en pyjama à 9h du matin ou pour laisser mon fils se salir avant le petit déjeuner. Il y avait juste le doux sifflement du ressac, la chaleur du soleil, et le rire de Jem résonnant sur la plage vide. Plus tard dans la journée, nous avons marché le long du rivage, ramassant des coquillages et des pierres lisses. Jem courait après les mouettes, criant de joie chaque fois qu'elles prenaient leur envol. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Je n'avais pas à jouer un rôle. Je n'avais pas à m'excuser. Je n'avais pas à m'inquiéter des attentes de personne d'autre que des miennes. De temps en temps, je me surprenais à sourire sans raison. Et le sentiment était si étranger qu'il me faisait rire. La nuit, après que Jem se soit endormi, ses cheveux sentant encore le sel et le soleil, je m'asseyais sur le balcon avec un verre de vin. L'air était épais du parfum d'hibiscus et de plumeria, et le chant sans fin de l'océan était un réconfort que je ne savais pas avoir besoin. Je regardais le soleil plonger dans l'eau, peignant le ciel de violet et d'or, et je pensais à toutes ces années passées à vivre pour tout le monde sauf pour moi. Je pensais aux sacrifices que j'avais faits, aux nuits passées à travailler, aux moments que j'avais manqués avec Jem, aux morceaux de moi-même que j'avais donnés pour maintenir la paix. Mais ici, dans cette maison, avec rien d'autre que les étoiles et l'océan comme témoins, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais. Pas seulement la mère de Jem, pas seulement le bouc émissaire de la famille ou la millionnaire secrète, mais une femme avec ses propres rêves et désirs. J'ai recommencé à écrire, des nouvelles et des poèmes qui vivaient dans ma tête depuis des années. Des rêves que j'avais mis de côté en construisant mon entreprise et en prenant soin de mon fils. Mon ordinateur portable est devenu mon nouveau compagnon après la tombée de la nuit, les mots se déversant de moi comme de l'eau. Certaines nuits, j'écrivais sur le chagrin. Certaines nuits, j'écrivais sur l'espoir. J'écrivais sur la fille que j'étais et sur la femme que je devenais. Au fil des jours, j'ai aussi commencé à réfléchir à la façon dont je pouvais utiliser ma liberté pour aider les autres. J'ai continué à revenir à l'idée qui me hantait depuis la naissance de Jem. La connaissance qu'il y avait des millions de femmes là-dehors, tout comme moi, qui luttaient pour élever des enfants seuls, se sentant honteuses et sans soutien. Je me suis souvenu de la solitude, de la peur, de la façon dont le monde semblait se liguer contre les mères célibataires. Je voulais faire quelque chose, n'importe quoi, pour améliorer les choses pour quelqu'un d'autre. Alors, un après-midi, avec le son du rire de Jem flottant par la porte ouverte, je me suis assise et j'ai commencé à esquisser un plan pour une œuvre de charité. Je l'ai appelé Arbor of Hope, un endroit où les mères célibataires pouvaient trouver du soutien, des ressources et des encouragements sans jugement. J'ai décidé de commencer avec un fonds de $1 million, suffisant pour faire une réelle différence. J'ai fait des listes de programmes que je voulais lancer, des subventions d'urgence, une aide juridique, un soutien à la garde d'enfants, des bourses pour la formation continue.
J'ai écrit des emails à des avocats et des conseillers financiers, demandant comment tout mettre en place correctement. Chaque décision me donnait un sentiment d'autonomisation. Pour une fois, mon argent ne sauvait pas seulement des gens qui me prenaient pour acquise. Il construisait quelque chose de bon, quelque chose qui me survivrait. Plus je planifiais, plus je devenais excitée. Je pouvais imaginer des mères et des enfants qui ne connaîtraient jamais mon nom, mais qui pourraient avoir un peu plus d'espoir grâce à ce que j'avais fait. Jem et moi nous sommes installés dans notre nouveau rythme. Matin sur la plage. Après-midi à explorer l'île ou à lire ensemble sur le porche. Soirée pleine de rires et de conversations faciles. La maison s'est remplie de lumière et de chaleur d'une manière que ma maison d'enfance n'avait jamais fait. Parfois, je m'arrêtais et j'absorbais tout. L'odeur de l'océan. La main de Jem dans la mienne. La certitude tranquille que pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où j'étais censée être. La douleur du Thanksgiving flottait encore dans ma mémoire. Mais ici, avec le Pacifique s'étendant sans fin devant moi, cela semblait lointain. Les voix de ma famille s'estompaient avec chaque vague déferlante, remplacée par le son plus doux et plus vrai du mien. J'ai réalisé que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour me sentir entière. J'avais juste besoin de ceci, d'un petit garçon qui m'aimait, d'un but auquel je croyais, et du courage de vivre enfin pour moi-même. Il était tard dans l'après-midi quand mon téléphone a sonné. Le soleil descendait bas sur le Pacifique, peignant mon salon en or et tangerine. Jem était sur le porche, sa voix flottant à travers les portes ouvertes alors qu'il parlait au Golden Retriever des voisins, son rire pétillant dans l'air salin. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre à l'appel. Le numéro clignotait Charleston, Caroline du Sud, et j'ai tout de suite su que c'était ma mère. Une partie de moi voulait laisser sonner, pour garder le silence que j'avais si douloureusement gagné. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, alors j'ai décroché. La voix de ma mère était fine et tremblante, son accent du Sud s'épaississait comme toujours quand elle était nerveuse ou contrariée. Madison, ma chérie, nounou. Nous avons besoin d'aide. La banque a appelé. Ils disent que nous sommes en retard sur les paiements de la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ton père? Eh bien, il ne le prend pas bien. J'ai laissé ces mots me traverser, stable et imperturbable. Pendant des années, j'aurais paniqué à un appel comme celui-ci, sentant qu'il était de mon devoir de les sauver, de lisser tous les problèmes avant qu'ils ne deviennent une crise. Mais maintenant, quelque chose en moi avait changé. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé l'océan, respirant le calme que j'avais enfin trouvé. Maman, dis-je doucement, j'ai besoin que tu m'écoutes. Écoute vraiment. Il y a eu une pause. Elle devait l'avoir entendu, la fermeté dans ma voix, l'absence de désespoir. J'ai tout payé. La maison, les factures, même les voitures. Toi et papa n'avaient jamais su. Mais pendant des années, j'ai tout rendu possible. Je l'ai fait parce que je vous aime et parce que je voulais que vous soyez en sécurité. Mais après ce qui s'est passé à Thanksgiving, après ce que papa a dit, après que vous m'ayez tous fait me sentir comme une honte, j'ai arrêté de ressentir la vieille douleur dans ma poitrine. Mais je me suis forcée à continuer. J'ai réalisé que je méritais mieux. Je mérite le respect, maman. Je ne vais pas laisser qui que ce soit me traiter comme un échec alors que j'ai construit la sécurité de toute cette famille. Pendant un long moment, le seul son à l'autre bout du fil fut sa respiration. Puis, très doucement, elle commença à pleurer. Pas bruyamment, juste ces petits sanglots brisés que je me souvenais d'elle quand elle a perdu sa mère il y a des années. Oh, Madison, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. Nous ne savions pas. Je te jure que si j'avais su. J'ai secoué la tête. Même si elle ne pouvait pas me voir. C'est ça, maman. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais voulu connaître mon histoire. Il s'agissait toujours de la façon dont je n'étais pas à la hauteur, de la façon dont je rendais les choses plus difficiles. Même après tout ce que j'ai fait, tous les sacrifices, ce n'a jamais été suffisant pour vous rendre fiers. Ma voix a vacillé un moment, mais j'ai pris une respiration et je l'ai étudiée. Je te pardonne, maman, mais les choses doivent changer. Je ne suis plus ton erreur à cacher.
Je suis ta fille et je suis fière de ce que j'ai fait. Elle renifla à l'autre bout, ses mots se bousculant dans un flot. Madison, s'il te plaît, laisse-nous arranger les choses. Reviens à la maison. Ton père, il le regrette. Je sais qu'il le fait. Il est juste têtu. Tu sais comment il est. Et Lucas, eh bien, il dit qu'il n'a jamais voulu que tu partes comme ça. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté l'océan dehors, pensant à toutes ces années passées à essayer de rentrer dans une famille qui ne me voyait jamais pour qui j'étais. La vieille Madison aurait pu se précipiter pour pardonner, pour oublier, pour effacer sa douleur afin de rendre tout le monde plus à l'aise. Mais je n'étais plus elle. J'avais trouvé ma paix. Et je n'allais pas y renoncer, pas même pour des excuses pleines de larmes. Maman, dis-je calmement, je t'aime. Je me soucierai toujours de toi, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas prétendre ne pas avoir de valeur juste parce que c'est plus facile pour tout le monde. Si papa et toi voulez que je fasse partie de vos vies, ce sera à d'autres conditions. Je ne serai pas votre honte secrète. Je ne laisserai plus personne me parler de haut au sein de ma propre famille. Elle était silencieuse, et pendant un moment, je me suis demandé si elle allait raccrocher, mais ensuite elle a dit, sa voix douce et rauque, tu as raison, Madison. Tu as absolument raison. Je veux que tu sois heureuse. Je veux te connaître, la vraie toi. Je ne veux plus te perdre. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient celles que l'on pleure quand on réalise qu'on est enfin libre. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, regardant le ciel passer de l'or à l'indigo. J'ai pensé à tout ce qui m'avait amené ici. Les nuits passées à construire Blue Harbor à partir de rien. Les années de dons silencieux, la douleur d'être incomprise et rejetée. Pendant si longtemps, j'avais mesuré ma valeur par ce que je pouvais faire pour les autres, par la façon dont je pouvais me faire petite, par la façon dont je pouvais devenir invisible. Mais maintenant, je voyais la vérité clairement. Ma valeur ne résidait pas dans ce que je donnais ni dans la façon dont j'endurais silencieusement. Ma valeur résidait dans la vie que j'avais construite, l'enfant que j'élevais, l'espoir que je diffusais à d'autres femmes qui en avaient le plus besoin. Au fil des jours, j'ai gardé le contact avec ma mère. Lentement, ma relation avec ma famille a commencé à changer. Ce n'était pas facile. Mon père a envoyé une carte. Pas de grandes excuses, juste une petite note. Tu nous manques. Nous sommes fiers, même si nous ne le disons pas. C'était plus que ce que j'attendais. Lucas a appelé une fois, maladroitement, mais sincèrement, s'enquérant de j'aime et me parlant d'un nouveau dossier au travail. Il n'y a pas eu de grands gestes, pas de transformation soudaine, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, ils m'ont vu non pas comme l'erreur de la famille, mais comme la femme forte et capable que j'étais devenue. De retour à Honolulu, je me suis plongée dans ma nouvelle vie. J'aime et moi avons continué nos aventures au bord de la plage. Harbor of Hope a lancé son premier programme de subvention, et j'ai commencé à recevoir des emails de mères de toute l'Amérique, des femmes que je n'avais jamais rencontrées, me disant combien cela signifiait d'avoir quelqu'un qui croyait en elles. Mes journées étaient remplies, mon cœur enfin en paix. Parfois, les soirs calmes où Jem dormait et où le monde semblait retenir son souffle, je pensais à ce Thanksgiving et aux mots que j'avais dit en sortant, d'accord. C'était un mot si simple, mais il avait tout changé. Parfois, la liberté n'est qu'un d'accord ou d'une distance. Une promesse à soi-même de ne plus jamais vivre petit pour le confort des autres. Et ainsi je vis maintenant, non pas comme la déception de quelqu'un d'autre, mais comme ma propre personne fière, imparfaite, extraordinaire, depuis ma maison de plage à Honolulu, l'océan murmurant que j'étais assez. Je le crois enfin.